Donc bonsoir, parce que là du coup il y a essentiellement pas mal de nouvelles personnes, donc certains membres de l'asso et puis pour l'essentiel pas mal de nouvelles têtes. Déjà rencontrés en fait à la réunion en fait de votre association, donc bienvenue ici au Shell. Certains disent le SHL, d'autres le Sophia Club, en fait nous on dit normalement le Shell, on appelle ça le Shell. En lien effectivement avec le monde de Linux, l'idée en fait effectivement d'un coquillage, d'un lieu en fait effectivement qui permette d'accueillir aussi potentiellement en fait certaines autres activités et potentiellement d'autres associations. Donc par exemple effectivement la vôtre avec lequel justement on souhaite du coup petit à petit développer on va dire davantage de connexions. Donc ce lieu est un hackerspace, en fait, comme je l'ai expliqué à certains, donc a priori je pense que tout le monde a eu connaissance en fait du nom, en fait, du terme en fait qui désigne ici en fait l'endroit dans lequel vous vous trouvez. Un hackerspace en fait c'est vraiment un environnement du coup pour des projets techniques et créatifs au sens large, avec du coup essentiellement la vocation en fait d'être géré par une communauté, du coup d'être un lieu communautaire, à la différence effectivement. Enfin la différence c'est la spécificité d'un hackerspace vis-à-vis en fait de différents tiers-lieux qui peuvent exister. Et ici en fait c'est vraiment une association en fait et un partage entre les gens qui la composent et parfois des gens externes comme c'est le cas ce soir en fait qui créent plus ou moins ce qu'on fait dans un hackerspace. On va venir y développer un certain nombre de projets techniques et créatifs, soit de manière individuelle, soit de manière collective. Et organiser un certain nombre d'événements, comme c'est le cas ce soir, en fait, des talks avec des speakers, du coup, qui viennent parler d'un sujet. Donc là, on lance un petit peu, en fait, sur une thématique qu'on a appelée les open talks. Officiellement, en fait, l'idée qu'il y ait des speakers qui viennent discuter, en fait, de sujets open source. Donc en lien forcément avec des sujets open source, donc Smashtastic en fait faisait partie de nos premiers open talks. Puis il y aura des open talks en fait sur des sujets qui peuvent être Blender, il y a tellement de sujets en fait qu'on a identifiés sur lesquels on fera intervenir justement différentes personnes en fait et présente parfois un talk. On développe aussi des activités en fait en lien avec le monde technique. Donc par exemple on va organiser ici par exemple des hackathons ou des soirées en fait du coup où l'idée c'est plus en fait de réfléchir de manière collective. En fait il y a une partie intelligence collective en fait dans un hackerspace, donc sur des projets on prévoit d'organiser par exemple des coding night en fait pour que les gens puissent coder de manière coder ensemble en fait et s'aider par du pair ce qu'on appelle du pair programming en fait. Donc c'est vraiment du coup l'idée de l'entraide, voilà. Donc c'est la spécificité en fait de ce qu'on va trouver dans un hackerspace, comme je disais, et qui n'est pas forcément, on va dire, par exemple, l'essence même, par exemple, des Fab Labs ou autres, donc, où effectivement il y a des points communs sur la partie lab de prototypage. Donc comme vous l'avez vu, quand vous rentrez, il y a une partie effectivement lab qui va permettre aussi de travailler sur des projets, mais qui sont les projets du coup des membres de l'association. Donc effectivement le lieu est équipé d'un certain nombre d'équipements un peu divers et variés. Le studio dans lequel vous vous trouvez fait par exemple aussi partie de nos équipements. Donc ici dans cette pièce, on va parfois faire du tournage en fait de contenu. On a un studio en fait, voilà, on a gardé un espace en fait qui nous permet de nous servir de studio. On a des équipements vidéo, mais parfois on va aussi utiliser en fait cette pièce pour faire de la VR. Du coup, elle va servir à faire des talks, des formations. Le samedi matin, une fois par mois, on y organise des codeurs dojo où il y a des enfants en fait qui viennent ici faire de la programmation. Donc voilà, c'est une pièce en fait multi-usage. Parfois on y fait des projections, on utilise le vidéoprojecteur. Donc c'est vraiment en fait de disposer d'un lab, du coup au sens large, donc qui permet en fait derrière vous dans le placard il y a des instruments de musique en fait. On a des membres du coup dont Guillaume qui font aussi de la musique électronique ou de la musique. Donc voilà, en fait il n'y a pas de vraie limite au niveau des activités qu'on peut faire. Réellement, en fait, voilà. On organise aussi des soirées autour de la cybersécurité, avec l'apprentissage, effectivement, du coup, de techniques autour, en fait, de la cybersécurité et du hacking éthique. Voilà, donc il y a tout un tas d'activités, effectivement, qui se passent ici, en fait, au Shell. Et donc le lieu est, effectivement, géré exclusivement par des membres, donc il n'y a pas de salariés, c'est exclusivement une gestion bénévole, en fait, aujourd'hui, de l'association. Et voilà. Merci Paul. Ok. Bon bon talk du coup. Alors, tout de suite pour commencer, ce qu'on va expliquer, ce talk ne va pas parler de configuration. Ce sera sûrement, vous entendez, vu qu'on va être peut-être nombreux, on fera peut-être des ateliers par la suite pour savoir comment configurer ces petits boîtiers LoRa, suivant les différents types. Donc on va parler, je vais vous parler du sommaire,
on va parler d'une présentation succincte de ce qu'on va voir. On va parler de qui a créé Meshtastic et pourquoi, parce que c'est très intéressant de comprendre sa philosophie, vu que c'est ce qu'on utilise, et c'est ce qu'on utilisera a priori, et ce qui a marché sur le 06. J'anticipe déjà sur pas mal de choses, et dans le 83, ça commence à prendre. On verra les types de hardware différents, vu que la problématique, c'est que l'ingénieur de base a voulu quelque chose de simple à l'utilisation. Mais le problème, c'est que maintenant, il y a énormément de cartes. Qui dit des cartes différentes, dit des contrôleurs différents, donc des firmware différents. Donc chaque carte n'a pas le même firmware. Et ça peut poser des problèmes. Donc ça, on en parlera. On parlera de mise en situation par rapport aux différents éléments qu'on a là, des mises en situation, donc à quoi ça peut servir réellement sur le terrain. Et on aura un remerciement. Et je pourrais vous montrer une trame d'un Meshtastic sur un Waterfall SDR. On a prévu 30 minutes à peu près de cette conférence et 30 minutes de questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, vu que c'est moi qui vais commencer sur cette introduction, ou quand Gilles prendra la parole, ou l'un ou l'autre, quand on a des compléments d'information, ou si vous avez des choses. On n'a pas la science infuse. Et puis on est des humains, donc on a le droit de se tromper. On n'est pas encore des intelligences artificielles. Ça, c'est pour Romain, parce que j'aime bien plaisanter avec lui depuis tout à l'heure sur l'informatique, vu que je sais qu'il fait de la cyber aussi. Donc, c'est pour ça que j'adore plaisanter. Donc, on va vous parler de ça. Le Meshtastic, le nom est venu de Kevin Astor, qui voulait dire du mesh fantastique. Donc, c'est une traduction littérale en français. Voilà. Que ça doit être simple à l'utilisation. Qu'au départ, ce réseau était un réseau mesh. Mesh, pour les radioamateurs, ça parle. Nous avons l'Amnet. Nous avons différents réseaux mesh. Donc, beaucoup maintenant dans le domaine du privé, on a des routeurs mesh. Donc, ça veut dire du maillage. Donc, ça veut dire qu'un de ces hotspots, comme on les surnomme, un de ces hotspots-là, va communiquer avec un autre. Et va y tisser une toile. Donc, si vous êtes tout seul dans un coin, ce réseau-là n'est pas fait pour vous. C'est le problème. Donc, il faut qu'il y ait une certaine communauté, et c'est ce qu'a voulu au départ Kevin Astor pour créer ce projet Meshtastic. Alors, vous voyez sa photo. Hein. Encore un geek américain. C'est ce que je te disais, Paul, hein, voilà, quand on voit sa photo. Et c'est lui qui a mis cette photo. Hein. C'est une photo officielle qui réclame à ce qu'elle soit publiée. Hein. Voilà. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai pris. Meshtastic est un projet open source qu'il a mis en place. Et que ça a tellement pris dans une communauté aux États-Unis, avec les survivalistes, que d'autres programmeurs, parce qu'il est ce qu'on pourrait appeler en français un DevOps, voilà, ingénieur en programmation, il a mis, on va dire, les briques de démarrage pour que ça soit un firmware simple à programmer. Que dans le démarrage, c'était que sur un processeur bien particulier qu'on connaît tous dans le domaine des radioamateurs, le ESP32, qu'on utilise à plein d'autres choses. Moi, dans de la détection de radiosondes, il est utilisé dans des capteurs, il est utilisé dans pas mal de projets, cet ESP32. Sur les drones aussi. Sur les drones, exact, tout à fait. Cette technologie, ils ont vu, les survivalistes, que s'il y avait des cataclysmes, des tremblements de terre, on en parlera tout à l'heure, les différentes catégories d'applications, mais ils ont vu qu'il y avait un tel essor, une telle communauté, qu'ils ont fait vivre ce démarrage de Meshtastic. Et ça a pris immédiatement. Il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est le 915 mégas. En France, ce sera le 868. Ces fréquences que je viens de parler, elles sont publiques. Nous avons le 433, cette bande est dite partagée, donc radioamateur, donc être indicativé. Donc ça veut dire qu'on a déjà un problème sur les hardware. On a des puces LoRa en 433, des puces LoRa en 868 ou des puces LoRa en 915. Donc ça veut dire qu'en fonction déjà de ce que vous voulez faire, je suis en train déjà de vous dégrossir un terrain. J'ai une expression que j'aime bien dans des conférences que je fais,
vous sortir un peu du brouillard. Donc cette conférence, ce petit talk, va vous permettre d'avoir les bonnes questions à vous poser. Si demain vous voulez en acheter un, vous savez que ça ne sera pas sur du 915 déjà. Voilà. Juste une question, Mestalstick, ça date de quand à peu près Des années 90. La date, elle est un peu obscure, mais je pense que ça a dû commencer en 92, 96, entre 92 et 96 déjà. C'est indépendant de Laura en fait, parce que Laura c'est bien après. Oui, mais parce qu'il faisait déjà des montages lui-même. Donc ça veut dire qu'il a vu après par la suite qu'il y avait Laura qui avait monté des puces toutes faites comme ça, et la communauté a repris son open source pour le réadapter sur Laura. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais au départ, ce n'était pas prévu pour fonctionner sur ces puces ESP32. Du moins, ESP32, oui, mais pas sur le SX1276. Je ne sais pas si ça vous parle, mais là, c'est des composants électroniques. C'est la partie de communication. Voilà. Est-ce que la popularité finalement qu'il a eue aux États-Unis avec son montage open source n'est pas aussi due au faible coût de production et au coût final de revient qui est assez faible de différents. Et c'est pour ça que la communauté a converti, on va dire, son projet au départ, qui était sur des prototypes à lui, sur quelque chose de banal. Quand je dis banal, par le coût de production maintenant. La preuve, c'est qu'on trouve maintenant des hardware complètement différents. Le prix, entre 10 et une vingtaine d'euros, quoi. Donc c'est... Voilà. Ouais. Par exemple, ça vaut 5. Mais il n'y a pas d'écran. Voilà. 5 euros, ça. C'est encore autre chose. Mais là, il faut un ordinateur derrière ou un Raspberry Pi. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on est là pour ça. On n'a pas la science infuse, mais si on peut y répondre, tant mieux. Alors, ce qu'a voulu Kevin Esther dans son projet qu'il a laissé à la communauté, il s'est retiré. C'est-à-dire que maintenant, il ne développe absolument plus dans ça, mais c'est lui qui est à l'origine de ce Meshtastic. Parce qu'il savait bien que pour que ça prenne, il faut une communauté. Un node, comme je le disais, ça ne fonctionnera pas. En plus, ici, par exemple sur le 06, moi j'ai 2 nodes, un sur le 433, un sur le 868. Sur le 433, c'est des Italiens qui se connectent, il n'y a aucun Français, je suis le seul. Sur le 868, alors on a une panoplie de Français impressionnant. Voilà. C'est pour vous dire déjà, j'ai d'autres homologues dans d'autres départements sur le 08, sur le 78. Le 868 ne prend pas, le 433 ne prend pas. Donc ça veut dire qu'en fonction de où vous êtes, ça peut prendre ou ça peut ne pas prendre. Ça dépendra du relief, de l'utilisation. Donc, pourquoi utiliser un de ces boîtiers, un hotspot? Dans quel cas de figure on l'utiliserait? Alors, au vu de Kevin Esther, les définitions de son projet, de son cahier des charges au départ, c'était contre du sabotage, contre du terrorisme, contre des conflits géopolitiques, contre des catastrophes naturelles, contre des pénuries de composants ou des pénuries économiques. Et où là ça a explosé aux États-Unis, crise sanitaire et crise énergétique. Donc voilà dans quel milieu, comment ça peut fonctionner. Ces boîtiers peuvent être couplés de GPS. Donc, géolocalisation. Il nous arrive un pépin, on a ce support. Je vous rappelle toujours, il faut une communauté autour. Il y en a qui n'ont pas de GPS, mais on peut écrire une position fixe dedans, qui revient à la même chose. Voilà. En fonction, on peut l'avoir sur une voiture, l'avoir à pied, s'en servir comme données. Je vais ouvrir une parenthèse que je fermerai, parce que ce n'est pas le but. Mais l'armée américaine l'utilise avec un firmware alternatif, ATAC, qui permet de faire encore plus de couches que ce que je suis en train de vous parler là. Et eux l'utilisent dans un milieu létal. Ce programme qui est d'ailleurs disponible. Oui, il est disponible. Au grand public, enfin une version civile qui est disponible. Alors, on a ici... Exactement, tout à fait, voilà. On peut même transférer des images. Une carte. Donc voilà pourquoi on va dire, voilà, les ennemis sont là, il n'y a plus qu'à bombarder. Voilà. Voilà pourquoi l'armée utilise ça aussi. Il n'y a pas que ça. Voilà. Je fais partie de l'ADRASEC. Pas mal d'ADRASEC sur la France l'utilisent en réseau de résilience. Vous entendrez souvent ce mot-là. Un réseau de résilience, c'est quoi par définition? Demain, l'électricité vient tomber. On fait comment pour faire fonctionner certaines choses? La téléphonie ne fonctionne plus. Comment on communique?
Donc ça peut être un réseau de secours, mais ce n'est pas un réseau sur lequel on doit dépendre. Ce n'est pas le réseau numéro 1 de résilience, mais ça peut aider. Parce que si demain il y a 0 personne au moment où tout est coupé, bah, ça ne sert à rien que je me mette dessus à essayer de communiquer. Voilà. Donc le problème, il est là. Voilà. Donc c'est pour ça que des exercices ou des choses comme ça, ou de temps en temps de communiquer. Il y en a qui les font tourner avec des panneaux solaires, avec des groupes électrogènes. Donc ça, je parle des survivalismes américains. Mais en France, on en a qui sont sur panneaux solaires. Moi, j'en ai un sur panneau solaire. Il est alimenté par l'EDF si ça vient à sauter. J'ouvre des parenthèses. On a failli avoir une coupure électrique l'hiver dernier. On était sous réquisition du préfet au cas où si... voilà. Parce qu'il fallait que les communications puissent communiquer. Donc c'est pour ça que ça m'est venu l'idée de mettre ça sur mon bâtiment. Comme ça, si demain j'ai besoin d'envoyer... On n'envoie que des messages sur Meshtastic. Pensez à des SMS, des messages courts. Certains smileys peuvent passer. Si je résume certaines choses. Je te passe la main pour la suite. Bien, bah, je vais ajouter un petit détail. Vas-y. Alors, quand tu disais que si on est tout seul, c'est pas utile, je suis pas tout à fait d'accord. Parce que, en fait, ça peut très bien servir au sein d'une famille, par exemple. Vous avez vos proches qui habitent la ville d'à côté ou simplement vous leur donnez un de ces modules au cas où vous serez capable de communiquer avec eux. Alors que bon, si l'Internet est out et down et que tous les autres moyens de communication comme le téléphone, etc. ne fonctionnent pas, vous serez toujours connecté aux membres de votre famille, vos amis, votre groupe d'entraide si vous en avez un. Donc voilà, je dirais que c'est quand même extrêmement utile. Aussi, c'est quand même facile à utiliser pour quelqu'un qui est habitué à avoir un téléphone, à envoyer des textos. Il n'y a pas de difficulté majeure à utiliser ce programme ou ces modules. Donc c'est très grand public, si on peut dire. Ce n'est pas comme la radio amateur où ça peut être un peu compliqué. Là, c'est vraiment d'une facilité déconcertante pour tout le monde. Je peux juste préciser, tu parles de smartphone. Le smartphone n'est qu'un terminal Bluetooth. On n'a pas besoin de la partie Wi-Fi ou on n'a pas besoin de la partie 4G. On va dire, le smartphone ne fait que l'écran déporté pour prendre le contrôle du Meshtastic pour envoyer, le configurer ou envoyer les messages ou lire les messages. Donc si vous avez un vieux téléphone qui est dans le placard, il va vous servir, voilà, il suffira d'installer l'application. Excuse-moi, vas-y. Oui, tout à fait, merci. Voilà, donc je vais présenter, je pense qu'on va passer au hardware, au matériel. Si tu veux, je crois que c'était la prochaine... Oui, c'est ça. Ça, j'en ai parlé. Voilà, tout à fait. Voilà. Alors voilà, donc on a différents... alors ces appareils sont équipés de différents processeurs. Évidemment, c'est un microprocesseur. Je les ai tous notés là. Ils ont tous noté les différents types de processeurs qu'on va trouver. Le dernier Raspberry Pi, le 2040, les NRF 82840 et le fameux ESP32, première génération, deuxième génération ou la toute dernière génération S3. Par exemple, là, on a une première génération, donc ça, c'est un ESP32, assez gourmand en consommation de courant et aussi une sensibilité de réception. Enfin, là, c'est plutôt le côté... c'est les premières générations. En réception, c'est pas top. Voilà. Mais celui-là, alors ça, c'est le Liligo T-Beam, qui coûte à peu près 50 €. Voilà, T-Beam. C'est les noms des cartes qu'on peut trouver sur lesquelles on trouve ce type de processeur. Celui-là coûte 50 €. Alors, il a l'avantage d'avoir un GPS à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin d'ajouter un GPS en plus. Moi, souvent, j'utilise des nœuds sur lesquels c'est le téléphone qui va transmettre en fait les coordonnées géographiques à l'appareil. Alors, vous n'êtes pas obligé de les transmettre, évidemment. C'est facultatif. Hein. Si vous voulez être un peu discret, vous pouvez très bien l'être. Celui-là est alimenté par une cellule 18650, très connue. Hein. Vous la voyez ici, derrière ce modèle-là, qu'on trouve dans les vieux laptops, les vieux portables, etc. Des batteries de perceuse qu'on peut récupérer. Une question, ça consomme quoi à peu près ça? Sur celui-là, je dirais qu'une 18650, donc qui a une capacité de 2500 mAh, va peut-être durer une vingtaine d'heures environ. Pareil pour une Eltec V3, ça c'est une autre marque
qui a à peu près la même consommation, mais qui a une meilleure sensibilité de réception. Donc ça, c'est le... je crois que c'est aussi... LTEC, c'est ça. Oui, c'est celle-là, voilà, en bas à droite. La LTEC V3 qui est là, d'accord. Voilà, c'est la même. V2 C'est la ou même. V3, faites attention, il y a deux versions toujours commercialisées. Hein. Oui, alors Il faut évitez la préciser. V2. Exactement, voilà, V3. Vous voyez que là, j'ai une petite lipo. Donc c'est une cellule, hein, c'est 4,2 volts à pleine charge. Ne descendez jamais en dessous de 3,5 après la batterie, vous la jetez. Hein. Donc attention. Donc là, simplement, vous avez la LTEC V3, une antenne, un bout de coax qui est clippé là, sur le derrière avec un connecteur IPEX. Et là, simplement la lipo. L'antenne, alors adaptée à la fréquence, très important. N'utilisez pas n'importe quelle antenne qui se vise sur le SMA, hein, ça ne marchera pas. Donc antenne 868. Et voilà, donc vous la fermez, vous avez quelque chose comme ça qui fonctionne très très bien, qui peut aller jusqu'à, alors en line of sight, c'est-à-dire en ligne de vue, facilement 30 km, les doigts dans le nez, hein, ouais, facilement. Donc c'est très très performant, la correction d'erreur est très très bonne. Ne laissez pas les petites antennes comme ça en utilisation. Oui. Il faut... Alors, je vais aussi me faire une pub gratuite. Voilà, donc j'étais le premier sur la région, il n'y avait personne. J'ai publié une vidéo sur YouTube donc, sous Radio Prepper, d'accord. Et après, donc, tout le monde est arrivé et ça a commencé à se développer. Voilà, donc d'autres modèles. Là, j'ai une RAK, R-A-K. Alors, tous les liens pour vous... Pour acheter ces cartes sont sur ma vidéo. Donc regardez sur la vidéo YouTube Radio Prepper Meshtastic. Vous allez trouver tous les liens sur ce matériel. Donc là, il y a une carte RAK dedans qui est... donc ça, c'est un plus récent. Voilà, celui-là. Alors ça, c'est une carte qui est un peu plus petite. Celle-là, c'est le RAK Mini. Et donc, alors meilleure consommation de courant. Là, avec une 18650, ça dure une semaine. Alors pareil pour la nouvelle LTEC, la T114. T114, exactement, c'est la toute dernière. Alors j'ai cassé l'écran malheureusement. Mais bon. Alors attention parce qu'actuellement le firmware est en suspens, parce qu'il y a un petit bug de fonctionnement soi-disant par la communauté, mais bon. Ça reviendra. Écran couleur, mais ça, franchement l'écran ne sert pas à grand chose, celle-là n'a pas d'écran, vous voyez. Alors ça c'est ma numéro 3, j'en ai 8. J'en ai une sur ma terrasse chez moi. J'en ai une sur mon véhicule qui est alimenté 24 heures sur 24. Pourquoi il a deux antennes, celle-là? Ah, antenne Bluetooth, antenne Meshtastic. Voilà. Donc, alors, l'avantage du 868 MHz, évidemment, c'est que l'antenne est plus courte. En plus la fréquence est haute, au plus la longueur de l'antenne descend. Donc ça, c'est un quart d'onde. Ça, Bluetooth, vous voyez, c'est du 2.4 Go. Donc, forcément, l'antenne est beaucoup plus courte. Ça permet de... Alors, celles-là ont des antennes Bluetooth qui sont incorporées. Mais bon, vous avez moins de portée quand même qu'avec une antenne comme ça. Surtout l'LTEC, il a une portée Bluetooth complètement nulle. Parce qu'il y a un petit solénoïde qui fait office d'antenne. C'est sûr. Et là, on perd 30 à 40 dB par rapport à un RSIC avec une antenne classique. Moi, je trouve que c'est pas trop mal. La petite self qu'on donne ici, là, les petites... Oui, c'est pas... C'est... Voilà, c'est peanuts, je suis d'accord avec toi. Oui, c'est pas... Ça dépanne, mais il faut être à côté. Celle-là, j'ai essayé à 100 mètres, ça marche. Donc, bon, c'est pour Bluetooth. Ah oui, ça, j'ai essayé à 100 mètres, ouais. Alors, terrain complètement dégagé, hein, absolument aucun obstacle. J'ai vu dans la doc du rack, parce que j'ai un rack, hein, le modèle, celui qui est affiché là. Ça, c'est le starter kit, ouais. Alors, j'ai pas pris le starter kit parce que moi, je me suis mis à 433. D'accord. Donc, j'ai pas pu bénéficier de prix intéressant voilà, à 25 €. Donc, j'ai acheté directement chez eux. Hors émission, avec le module X1262, là, qui est meilleur, consomme 60 mAh. Dès qu'on met un écran, c'est 10 mAh de plus. Enfin, 60 mAh, c'est bien déjà. Hein. Donc, franchement, voilà. Et au niveau portée Bluetooth, il n'y a pas photo quand on met une antenne digne de soi. Voilà. Par contre, j'ai vu qu'on pouvait modifier le niveau d'émission Bluetooth. Est-ce que c'est géré, ça, par le firmware? On peut aller par pas de 4 dB de... Je ne sais pas, tu sais. Alors là, non. Moi non plus. J'ai jamais entendu parler de ça, non. Je creuserai, mais Voilà, donc là, donc tous ces modules-là sont en client. Donc on a plusieurs types de nodes, de nœuds. Donc ceux-là sont clients, c'est-à-dire qu'ils sont conçus spécialement pour
se connecter à un téléphone et donc communiquer avec le téléphone et vraiment servir de client. C'est le mot le plus précis qu'on peut utiliser. Par contre, celui-là, c'est un relais. Alors, ils ont un autre système qui a aussi un router. Routeur. C'est ce que j'utilise moi sur mon toit. Oui, alors celui-là, c'est un relais. Par contre, c'est un repeater. Celui-là est conçu pour rediriger, en fait, retransmettre les messages. Alors, elles le font tous, hein, donc... mais pas plus de 3 rebonds. Alors ça dépend, tu peux le régler. Ah oui, ça dépend de la configuration. Tu peux le régler. Exact. Ouais. Tu peux le régler jusqu'à 7 maximum. Alors 7 rebonds, ça peut aller très loin. Hein. Évidemment, s'il y a beaucoup de monde dans la même région, vous pouvez pas... Enfin, c'est pas une bonne idée de mettre 7 parce que tout le réseau va être vite saturé. Donc là, on reste à 3 ou 4. En général, c'est 3. Le défaut, c'est 3. Est-ce qu'il y a une liaison entre le nombre de rebonds et le temps de réémission des messages, enfin le temps final d'arrivée d'un message? Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Alors, ce sont les transmissions qui sont très courtes, mais bon, évidemment, si vous en avez 7 en suivant, ça peut prendre quelques je sais pas, 10-20 secondes peut-être, à la place de quelques secondes, quoi. Voilà, donc ça, c'est un relais. Il a deux 18650 dedans, donc assez de puissance pour deux semaines, puisque c'est une rack là-dedans. Et j'ai une prise là. La rack a aussi une entrée pour panneau solaire. Alors panneau solaire 6 volts maximum. Non, 5 volts. 5 volts. Je crois que le maximum c'est 5.2. Oui, c'est 6 volts en circuit ouvert. 6 volts, ça tombe. Enfin bref. Donc vous devez faire bien attention à ça. Donc on peut le connecter sur un panneau solaire. Et là donc j'ai une antenne qui est une antenne collinéaire qui est un peu plus performante. Ce qu'on appelle l'antenne cierge. Qui est un peu plus performante donc qu'une antenne standard. Quelle est la différence, quelle est la différence entre un répéteur et du coup un client standard? Parce que finalement, les clients standards répètent aussi, non? Alors oui, ceux-là sont... alors, Meshtastic ne donne pas beaucoup d'informations là-dessus, mais ils disent que c'est optimisé en fait pour le routage. Alors comment ils font ça? Je ne suis pas certain. Donc le Bluetooth est coupé au bout d'un certain temps. Voilà, au bout de, je ne sais plus, 1 minute ou 2, le Bluetooth se coupe. Pour économiser l'énergie. Du coup, quand tu l'as placé en tant que routeur à un endroit, j'imagine, un peu stratégique, oui. Comment tu peux aller consulter à distance, par exemple, sa consommation ou sa batterie restante? Alors, s'il est en relais, donc repeater, tu peux pas. S'il est en router ou router client, donc routeur client, là c'est possible puisque ces données sont transmises. Voilà, notamment, bon, ce qui est le plus important, c'est le niveau de la batterie, évidemment. Et transmise par le Je vais même rajouter quelque chose sur ça. C'est-à-dire que si, au lieu d'utiliser le Bluetooth, c'est-à-dire qu'on va, et c'est le problème aussi de tous ces petits hardware, c'est qu'on peut avoir du Wi-Fi. Donc soit aussi, ouais. On utilise le Bluetooth et le Wi-Fi est désactivé, ou soit on utilise du Wi-Fi, et ça veut dire qu'on a une box ou quelque chose, et à partir de là, il a une adresse IP. Et là, il y a une page web où tu vas consulter à partir de la page web. Tu peux modifier la config à distance, tu peux envoyer des messages à distance s'il est client. Donc il y a routeur sans le mode client, donc il est bête, il fera routeur. Mais il y a le routeur client, donc ça veut dire en plus, quelqu'un peut l'utiliser pour envoyer des messages dessus. Aucune interaction avec les messages qu'il répète? Non, ça veut dire que ça devient un client en plus du routeur indépendant, mais tout passe à travers. Donc ça veut dire que dans le même boîtier, tu as un client plus un routeur. Donc ça peut être intéressant. Si demain, tu sais que tu es plus haut que les autres, je veux que mon mesh devienne aussi routeur. Mais s'il fait co-routeur, moi, je suis obligé d'en racheter un autre en plus. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis un simple routeur sur mon toit et j'ai gardé la petite antenne comme ça sur le mien qui est chez moi. Vu que moi, au-dessus, j'en ai un qui me reçoit. Donc en plus, tous ceux qui passent à travers, et c'est justement ce qu'a fait Christophe, il vient d'acheter du matériel, il a contacté Gilles en passant par mon routeur chez moi. Donc si j'avais eu le mien d'allumé, j'aurais pu en plus intercepter entre-temps le message. Voilà. Mais donc voilà un petit peu le système. En fonction des écrans qui s'affichent, vous avez le numéro du Bluetooth ou l'adresse IP, vous avez une direction de celui qui capte le plus proche, vous avez le dernier message qui s'affiche. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la configuration et tout ça, c'est paramétrable. Quel que soit le hardware, la config est la même, heureusement.
Bien, alors aussi une chose que je vais ajouter, c'est que, alors côté prepping, etc., tous ces messages sont encryptés. Il y a un canal, enfin ça s'appelle un canal, mais ce n'est pas vraiment un canal techniquement parlant. C'est comme un TG en fait. Non, Oui, pas, oui, enfin non, oui. pas vraiment. Alors, C'est plutôt une... alors. Oui, J'ai c'est montré. juste une chat room, quoi. Je vais montrer le truc. Donc il y a un canal qui est général, Il est passé où? qui s'appelle long fast. Alors il y a Alt, plusieurs niveaux de mince. transmission. Il y a des transmissions qui peuvent être plus lentes et donc avec une meilleure portée. C'est pour ça. Et des transmissions qui sont plus courtes. Mais long fast, c'est ce qu'on utilise tous en défaut. Donc long fast, c'est le meilleur compromis, si on peut dire, entre la vitesse de transmission et la portée. Portée qui est excellente. Donc long fast, c'est ce qu'on utilise. Là, tout le monde a la clé pour encrypter, décrypter. Donc c'est une clé qui est générale. Tout le monde peut recevoir vos messages. Par contre, vous pouvez, par exemple, si vous avez, pour votre famille ou votre groupe, vous pouvez créer un canal, entre guillemets, privé, qui est encrypté avec votre clé, une clé qui est générée sur votre téléphone, que vous allez distribuer avec un QR code. Et donc, là, si vous ne la donnez à personne, personne ne peut décrypter vos messages. D'accord ? Alors ça, c'est vrai sur le 868, c'est pas vrai sur le 433. Le 433, enfin, ça dépend. Le 433, je pense, la raison pour laquelle les gens ne l'utilisent pas vraiment, c'est que la puissance est très limitée. Je crois que c'est 15 milliwatts, c'est ça 10 milliwatts. 10 milliwatts. Alors que sur le 868, je crois que c'est 27 dBm. 500 oui, milliwatts. 100. 500 milliwatts. 100 en France. 27 dBm. 27 dBm, oui. En France Ouais. En part, c'est ça, attention. Hein. Non, C'est sorti antenne. Hein. Non, 100 c'est 500. milliwatts maximum, ça fait pas... Ça dépend des canaux. C'est Sur le 27 dBm. 868, il y a Un plusieurs watt canaux c'est 30, et on peut se mettre sur un 27 canal dBm à c'est 500 500. milliwatts. Alors, bon, on utilise tous le même canal pour pouvoir communiquer, évidemment. Je continue. Donc, vous pouvez avoir votre propre canal privé, sans que personne puisse... Alors, vous pouvez voir les deux en même temps sur le smartphone. Donc, vous pouvez communiquer avec tout le monde d'une part, et aussi avec un groupe de personnes choisies, sélectionnées, qui ont la clé d'encryption, décryption. Et dans ce cas-là, personne ne peut lire vos messages. Donc quelqu'un qui n'est pas en longue face, il peut capter personne. Il peut parler à personne. Si vous êtes en longue fast, il faut que l'autre personne soit aussi en longue fast. Ok, d'accord. Il n'a pas une indication comme quoi il faut qu'il change de mode. Non. Si vous n'avez pas le même mode, par exemple, il y a long fast, il y a... Qu'est-ce qu'il y a encore? Je ne sais plus, il y en a un paquet, quoi. Slow, enfin bref. Je vais me connecter sur le mien. Il y a plusieurs modes. Je vais te le dire tout de suite. Il faut être sur le même mode pour pouvoir communiquer, sinon on ne voit absolument rien. Donc nous, c'est 868 MHz dans la région et c'est long fast. Donc c'est tout par défaut. Pour la partie chiffrement, tu es en train de dire que en fait, si tu es obligé de faire des groupes en fait, de personnes avec la même clé, il n'y a pas un chiffrement individuel que tu peux... C'est simplement le fait que tout le monde a la même clé et donc on va transmettre sur le même canal. Donc c'est sur la même chat room, si on peut dire. Donc on va pas, quand on envoie un message, on ne va pas l'envoyer sur Longfast, on va l'envoyer sur le groupe privé. On peut être sur plusieurs groupes en même temps? Sur le téléphone, oui, c'est possible. Donc ça veut dire que si je veux t'envoyer un message, il faut absolument qu'on échange une clé avant? Non, parce que tu peux, oui, tu peux l'envoyer en direct sur Longfast. Ouais, mais tout le monde peut l'intercepter. Oui, mais à ce moment-là, le truc c'est que le client sur le téléphone, l'application sur le téléphone va ignorer les messages directs. Voilà. Même si quelqu'un d'autre pourrait, avec l'installation informatique adaptée pour décoder tous les messages. Oui, si tu te mets en répéteur, du coup, tu as tous les messages qui arrivent. Oui, tu peux mais pas échanger une clé privée là-dessus. Alors non, mais ceux qui sont les messages qui sont classifiés en direct, c'est-à-dire de personne à personne, sont ignorés par le client sur le téléphone. Okay. Ils sont toujours décodables par quelqu'un d'autre. Hein. Un tierce partie. Ouais, c'est ça. On sait qui c'est. Mais ils ne sont pas affichés puisqu'ils sont dirigés vers une personne en particulier. Donc vous pouvez envoyer un message sur Longfast que personne ne verra, mais qui n'est pas vraiment chiffré, quoi. Ce qui n'est pas chiffré, donc, enfin, qui est pas, oui, il est encrypté, mais disponible, si on veut dire, parce que la clé, tout le monde a la clé, donc voilà. Il est déchiffrable par quelqu'un d'autre qui aurait une installation spécifique pour ça.
Et il n'existe pas des protocoles d'annonce, par exemple, attention, je vais envoyer un message sur tel canal chiffré. Non, c'est envoyé direct. C'est envoyé direct. Ok. C'est envoyé direct, et alors celui qui peut décrypter décrypte, et c'est tout. Le reste, les autres sont ignorés simplement de l'application, par l'application. Alors là, par exemple, c'est une capture d'écran avec une SDR sur le 868. La ligne bleue, c'est cet appareil, c'est celui-ci, qui fait une demande où j'ai envoyé à tout le monde un message. Donc tous ceux qui sont sur le même canal que moi le recevront s'ils me chopent en direct. Ou là, il y a un routeur qui a repris ma phrase et qui le renvoie à tout le monde. Donc, de chez moi, j'ai mon routeur qui est sur mon toit, qui m'a détecté et qui a repris tout de suite mon message derrière pour le retransmettre beaucoup plus loin. Et qui a enlevé 1 sur le compteur Quand on enlève un sur le compteur, exactement, voilà. Et comme le routeur étant plus dégagé en hauteur avec une antenne cierge aussi, forcément, sa couverture sera supérieure à un petit machin comme ça, avec ça qui passe rien. Bon, on peut faire un test, on peut vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Donc là, vous voyez que sur le téléphone, là, j'ai la liste des stations que j'ai reçues récemment, d'accord? Donc là, c'est... Bon, je peux... Il y en a un paquet, hein, il y en a peut-être dans la région, il y en a peut-être, je sais pas, on doit être à combien? Une quinzaine au moins, je crois. D'accord, donc ça, ce sont les stations que j'ai reçues. Ensuite, on peut même voir la carte. Ah, ça ne veut plus... voilà. Alors pour l'instant, il n'y a pas grand monde. Okay. Mais bon, on a quand même 7-8 personnes là, à peu près. Hein. D'accord ? Le temps de rémanence des personnes qui ont été vues par votre système, oui. C'est combien? C'est un jour, une semaine Alors, sur l'application, il reste jusqu'à ce qu'on les enlève. Ah, d'accord. Donc là c'est... Bon, moi je fais le reset, il y a un NodeDB reset qu'on peut faire, ça efface la mémoire en fait. Et les messages, et on repart à zéro. Voilà. Okay. Les messages c'est pareil. Donc là on voit le niveau de réception en dB, on voit la personne, comment elle a appelé sa carte, on voit son niveau de batterie. Donc si vous voyez la batterie d'un copain qui descend trop bas, vous pouvez l'appeler. Donc là, vous voyez, il y a quand même, on en a quand même un paquet. Hein. Et il y a les positions. S'ils sont équipés d'un GPS, voilà. Qu'ils ont rempli le GPS par défaut en fixe. Alors, est-ce qu'on peut utiliser le GPS du téléphone? Oui, oui. Comme sur APR Android, quoi, en fait. Absolument. Exactement. Ou comme Meshcom qui le fait aussi. Ouais. C'est pareil, c'est exactement. Donc là, on a par exemple Longfast, donc j'ai un seul groupe. Hein. Voilà, Longfast, tu peux m'envoyer un message, par exemple, sur Gilles 3. Un SMS. Non, non. Ça marche en mode avion. La taille maximum du message, c'est quoi? Je sais même pas. 254 caractères. Ah oui, d'accord. Je l'ai envoyé sur Longfast. C'est plus qu'un SMS. Hein. Voilà, et là j'ai reçu test. Ils m'ont envoyé test. Alors, comment ça marche le routage? C'est-à-dire qu'un message, Ah bah là c'est en direct. Hein. Là, nos deux boîtiers sont trop près l'un de l'autre, donc on triche. Est-ce que Xavier est au courant que tu as reçu le message, tu leur as envoyé un acknowledge? Oui. Non, par contre, oui, je sais que le message est bien parti et que quelqu'un l'a reçu. Qui? Je sais pas. Pourquoi? Parce que là, il y a une espèce de petit nuage. Oui. Et dedans, il y a un petit V qui me dit « Message envoyé et reçu par quelqu'un ». Mais je sais pas qui est le destinataire de ton message. Ah, je sais pas qui est le destinataire, vu que je l'envoie sur le canal. Ah, d'accord. Je l'ai envoyé sur le canal où tout le monde peut me recevoir. Tu n'as pas fait un direct message? Non. Je l'ai envoyé, pour question de rapidité, là, je l'ai envoyé sur le Longfast. Donc, ce qui fait que si je me connecte peut-être chez moi à Antibes, la caméra est trop chaude. Le test que je viens de faire, il a peut-être été reçu sur mon routeur. Alors justement, comment ça marche ces routeurs pour un direct message? Ils ont une table de routage, chacun qui voit, ça part sur toute la France. C'est-à-dire qu'il se met sur le canal Longfast, où tout le monde envoie par défaut, et tout ce qui est, là où j'ai mis tout à l'heure la copie du waterfall, dès qu'il chope un message, hop, il le prend et il le renvoie encore plus fort. Donc potentiellement, si le réseau, disons, étant sur toute la France, quelqu'un qui envoie un message là-dessus,
On peut avoir de la propagation même même si c'est un direct message de A à B, ça va activer tous les routeurs de France. Non, parce qu'on a, trois rebonds actuellement. On n'a pas la portée là. 3 rebonds. Après ça s'éteint. D'accord, 3 rebonds. Donc c'est basé sur le nombre de rebonds. Okay. Voilà. Et le nombre de rebonds, tu as dit que c'était paramétrable? Oui, tu peux mettre. Par défaut, c'est 3. Et pour l'instant, on l'a laissé à 3. Si tu mets 20 par exemple, le maximum c'est 7. 7 maxi. Alors 7. Mais tu peux pas mettre prochain, est-ce qu'il peut lui avoir une limite? À chaque fois, le compteur s'enlève. C'est l'émetteur qui décide du nombre de blocs. Si tu mets 7, il paralyse le relais. C'est l'originateur du message qui dit. Voilà. Il n'y a pas une limite sur le relais. Par exemple, ton relais, tu pourrais mettre une limite à 3 et dire si j'ai un message qui arrive avec 7, alors je repars à 3. Non. Non. Vu que c'est celui qui a émis, et c'est dans la trame de ton message, qu'on a le nombre de rebonds autorisés. Donc je ne peux pas la remplacer vu que la trame a déjà été construite. Bon, après ça c'est des choses techniques. Oui, mais bon, il y avait une question, je crois. Oui, alors j'ai une question s'il vous plaît. Donc c'est très intéressant, mais donc ça va utiliser avec un téléphone. Oui. Est-ce qu'on peut utiliser, on peut communiquer avec un module autrement qu'avec un téléphone? Par exemple, est-ce qu'il y a une API de programmation? Alors tu as des mèches tastiques où il y a un clavier dessus. Si tu ne veux pas d'ordinateur, tu peux utiliser directement le clavier dessus avec l'affichage. Si je veux brancher une machine à un mesh tastic pour que la machine donne un Raspberry Pi ou un ordinateur et avec le logiciel de mesh tastic pour ordinateur et tu fais la même chose à partir d'une page web. Est-ce que c'est un logiciel spécifique ou est-ce que je peux faire mon propre logiciel qui va passer des commandes? Ce que tu veux demander, c'est si l'API est ouverte. Oui, s'il y en a une. Le code est ouvert, donc à partir de là tu pourrais développer ton propre logiciel si tu as envie, aucun problème. Mais comme la communauté est tellement grande et qu'elle nous a permis de faire tellement de choses, par simplicité, tout le monde utilise la page web qui est fournie pour l'ordinateur ou le Raspberry Pi ou l'application Android ou Apple. Par exemple, j'ai un serveur domotique à la maison, j'aurais pu imaginer l'enrichir avec une passerelle qui pourrait pousser des messages avec un autre truc. Tu peux installer sur un serveur Linux, moi c'est ce que je suis en train de faire, parce que je vais équiper ça de mon serveur Linux et l'application, elle n'aura pas de page web, mais ce sera un routeur à partir d'un serveur, et lui il va stocker les messages dessus sur son disque. Tu peux utiliser le MQTT. C'est ça. Alors il faut faire attention parce que ça pollue la transmission. Ouais, attention, moi je déconseille fortement d'utiliser MQTT. MQTT c'est la connexion à l'internet. C'est plutôt à ne pas faire, enfin surtout ne pas laisser les messages de l'internet arriver sur MQTT parce que là ça vous tue un réseau en deux mots de cuir à peau. En deux mots, attention, c'est pas réémis partout, c'est en deux mots, il faut expliquer. En deux mots. Oui, ok. Donc ce cas-là, en deux mots, j'explique 30 secondes. MQTT, c'est quoi? C'est que vous allez utiliser une option qui est activable dans la configuration et vous allez utiliser des serveurs distants. Donc ça veut dire qu'il vous faut une connexion distante et que vos messages vont être stockés comme dans un forum à une ligne et que d'autres peuvent répondre derrière. Et si vous n'êtes pas mal configuré dessus, vous allez tomber dans la partie commune et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui transmet qui n'est pas sur la zone, votre mesh tastic va envoyer cette trame. Polluer, on va dire, entre guillemets polluer, la transmission. Donc vous allez vous retrouver avec des phrases qui ont des fois rien à faire avec, par exemple si je prends le 06, qu'on pourrait interfacer le 77, et on se dit, mais comment il y a des gens du 77 qu'on reçoit ici? Super. Non, c'est qu'ils passent à travers les serveurs MQTT et on les reçoit et ils sont réémis ici. Ça devient Nigate, quoi, en fait. Voilà, c'est une très bonne métaphore, je suis d'accord. Sur Internet pour relier les oui, tout à fait. Et c'est là où je parlais du Wi-Fi, où on utilise sa box, et voilà. Donc après... Finalement, quelle est la limite du réseau? Par exemple, tu parlais tout à l'heure d'envoyer des images. J'imagine que la longueur des messages, ça... Là, on peut pas. Une image, tu parles statique, on peut pas. Tu fais du multiplexage, j'imagine, en plusieurs messages pour pouvoir envoyer des datas morceau par morceau d'une image. 254 caractères, donc à partir de là. On envoie des messages pour une image. T'envoies quelques messages d'affilée pour composer une image. Est-ce que finalement, au bout d'un moment, ce genre d'usage pourrait pas l'image, c'est que sur le firmware avec l'extension ATAC qui est utilisée, que je parlais, par les Américains. Nous, dans notre base, actuellement, on n'utilise que la première des couches qui nous fait que du texte. Voilà, texte brut qui suffit amplement à déjà ce qu'on fait. Alors, il y a une limite sur la bande de fréquence 868, c'est la durée d'émission. On doit lâcher ça, je pense que c'est pris en compte par le firmware. Tu peux le modifier dans la config. Mais normalement, je ne sais pas si 10%, peut-être même 1% sur certains. En 500 mW, il me semble que c'est très très bas. Donc là, effectivement, si tu envoies une image,
Ça mettra du temps. Non, c'est même pas la peine. Ça mettra du temps. T'as pas le droit d'émettre plus de 1% du temps. Donc c'est très vite limité. C'est sur une heure. C'est 10% ou 1%. C'est 10% en moyenne sur une heure. C'est ça. C'est 1%. C'est 1% ou 10%? C'est 1%. Ouais, c'est 1%. C'est très faible. Par contre, le 1%, j'ai toujours du mal à comprendre, c'est 1% de quoi? D'une heure, d'une journée? D'une heure. Non, d'une heure. D'une heure, c'est par heure. Donc. 1% par heure. Donc c'est peu, hein. Et le discriminant, du coup, c'est ton adresse MAC, c'est quoi? Le discriminant de qui te limite à 1%, c'est forcément une origine quelque part. Cette origine, elle est définie par quoi? La législation. Non, c'est la loi. La loi, tout simplement la C'est-à-dire loi. que Non, non, c'est la loi une qui bande nous libre, elle n'est oblige. pas si libre que ça. Voilà. Tu peux faire ce que tu veux tant que tu ne dépasses pas 500 000 watts et tant que tu ne dépasses pas plus de 1% de temps d'émission. Qu'est-ce que tu risques? Mais, question. C'est quoi les risques? Voilà. Personne, ça va, mais si quelqu'un n'arrive Faut pas que tu aies un brouillage ou une nuisance pour pas qu'il y ait une plainte de déposant. Voilà, d'accord, ok, oui, d'accord. Pas vu, pas pris, pris pendu. Voilà, comme ça. Le blindage prend tout son. Xavier. Oui, Thierry. Imaginons qu'il y ait une dizaine de nœuds. Oui. Alors, si tu arrives à faire un saut, 7 Oui, sauts, jusqu'à et des 7. nœuds en champ libre qui sont à 30 km, tu peux faire du 200 km en gros. Ouais. De portée d'un message, d'un départ. C'est ce que font les Allemands. C'est ce que font les Allemands en plus. Tu vois. Admettons. Maintenant, il y a plusieurs personnes qui reçoivent le message avec le même délai, le même temps, parce qu'ils sont placés à peu près sur un cercle, on va dire, autour d'un émetteur. Donc comment ça se passe? L'émetteur, il envoie avec un nombre de sauts de K, par exemple, et puis il y a plusieurs nœuds qui vont le recevoir et le réémettre avec... ils vont défalquer un, ça va faire 3, mais plusieurs vont émettre peut-être le même message au même moment. Non, parce que si tu le reçois, ils vont pas le retransmettre. Si tu le reçois, mais tu le... En tant que client. Mais il y a plusieurs nœuds qui vont le recevoir au même moment. Ah bah, comment tu peux savoir qu'un nœud l'a déjà reçu? C'est qu'il a réémis. Mais entre la réception et l'émission, tu as 5 secondes. non, parce que quand il l'a reçu, il revoit le même message, il ne le prend pas. Oui, mais entre la réception d'un message et le renvoi, tu as 5 secondes. Oui. Sur Meshcom, c'est 7 à peu près. Oui, c'est à peu près pareil. Ça bufferise un certain temps, puis après ça réenvoie. Pour éviter que ça chauffe peut-être. Donc en point-to-point, le destinataire, il renvoie un acknowledge. Oui, mais on peut pas parce que comme on l'a déjà reçu, on ne va pas le recevoir une seconde fois. Je veux dire, quand un destinataire reçoit un message, il renvoie un acknowledge, il prouve qu'il a reçu le message. Non, alors, le acknowledge, là, tout à l'heure, je vous l'ai montré. Dans mon petit nuage, j'avais un petit V qui m'a dit qu'il y a quelqu'un qui l'a reçu. Donc c'est pour ça que dans la capture d'écran, on voit bien ma petite barre. Hein, et puis on voit bien qu'il y a des petits traits, les tout petits traits, si je reprends l'image. Il y avait des tout petits traits, une bande de petits traits, c'est les knowledge. C'est les accusés de réception, pour ceux qui ne parlent pas la langue de Shakespeare. C'est les petits traits, c'est les accusés de j'ai reçu, j'ai reçu, j'ai reçu, j'ai reçu, j'ai reçu, j'ai reçu. Non, on ne sait pas qui. On ne peut pas savoir qui c'est, mais oui. Sauf si tu as stocké ton message et tu sais que ce message-là, tu l'as déjà, donc tu ne vas pas le reprendre une nouvelle fois pour le renvoyer une nouvelle fois. Et un routeur, ça ne renvoie pas d'acknowledge. Ça ne renvoie pas de... voilà. Donc quand il y a un V, ça veut dire que vraiment quelqu'un de physique, un destinataire final... Un client a reçu, il peut être retransmis ou pas. Alors, c'est la retransmission que tu dois recevoir d'ailleurs. Eh ben c'est l'accusé du client. Non, c'est le fait qu'il le rediffuse et toi tu te dis tiens, mon message est rediffusé. Ah bah c'est peut-être ça. Oui, alors, c'est la rediffuse. Sur Meshcom, c'est le même principe. Ouais. Quand il y a une seule case à cocher, ça veut dire qu'il a bien été envoyé en Bluetooth au device. Oui. D'accord. Quand il n'y a qu'un nuage seul, sans la case à cocher, ça veut dire qu'un nœud particulier a reçu un message, un direct message, mais comme ce n'était pas pour lui, il l'a renvoyé. Ouais. Et quand il y a le nuage avec la case à cocher, c'est que le destinataire a bien reçu et a renvoyé. Quand tu es sur du privé, ouais, voilà. C'est exactement ça. Et si nous, on a une croix dans le nuage, c'est-à-dire que le message est parti dans la nature. Personne ne l'a reçu. Exactement. Ouais. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, tu oublies l'acknowledge. Ouais, bah parce que j'ai pas reçu de transmission ou j'ai pas reçu de knowledge, donc il y a la croix qui apparaît. Le message a une durée de vie en secondes, et pas simplement un taux de répétition. Ouais. C'est pas comme un time to live sur Internet. Exactement. Quand il se perd, tu fais quoi? Tu le renvoies? Pardon? Quand il se perd, il est perdu. Ah bah quand il est perdu, il est perdu. Non, tu peux pas le renvoyer. Tu es obligé d'en reprendre ton message et d'en retaper un nouveau. Voilà. Il est perdu. Est-ce qu'il arrive qu'un destinataire reçoit un message mais ne renvoie pas son acknowledge?
Ah, ça, ça j'ai vu sur Meshcom. C'est possible, ça. Plutôt qu'on ne reçoive pas, quoi. Ben, ça dépend. S'il est le dernier, il n'a pas à réémettre, vu que le nombre du compteur est tombé. Bon, imagine. Ouais, mais je sais qu'il a reçu. Ouais. Mais il n'a pas eu. Alors, il a peut-être renvoyé, mais le. Ah, mais il n'a pas été reçu, par exemple. Il n'a pas été entendu. Il n'a pas été entendu, ouais. Parce que ça va se bousculer à un moment donné. Quelqu'un va renvoyer un message, puis l'émetteur va en envoyer un autre. Comme il repasse son émission, il ne sera pas prêt en réception pour recevoir. Des fois, tu peux même avoir des collisions. Hein. Ça existe partout dans tout. Hein. Ça existe dans l'Ethernet, ça existe dans la radio, ça existe partout. Hein. Donc des collisions peuvent exister. La collision est gérée ou pas du tout? Non. Ah ouais. Allez, le système est trop simple pour justement gérer ces collisions. Il y a un côté aléatoire, il y a un temps aléatoire de réémission, comment ça se passe? Ouais, et c'est justement dans la configuration qu'on peut bouger ça, mais bon, il vaut mieux pas y toucher. Non mais l'idée c'est quand il y a deux routeurs qui le reçoivent en même temps, s'ils réémettent en même temps, là il y a une collision, ça risque de pas marcher. Ah bah ça partira, mais ce sera le plus fort qui gagnera sur la transmission, ou sur sa zone de prédilection, s'il est plus haut que l'autre, ou voilà. Ouais, mais alors quand ça commence à se mailler, effectivement, il y aura un problème de... S'ils sont trop près l'un de l'autre. Oui, parce que pour ceux qui ont déjà fait de la net, il y a une table de routage. Oui. Qui est retransmise un peu à tout le monde et on sait très bien par où ça passe. Ici, là, en fait, ah ben non, il n'y a pas de table. Non, justement. Donc, expérimentalement, ça marche avec combien de nœuds et par rapport à combien de nœuds ça vient saturer en fait. C'est les gens essayés. En Allemagne, ils sont tellement nombreux, il y a des collisions tous les jours, il y a des messages qui se perdent tous les jours, mais ça marche quand même. Donc même s'ils sont nombreux, ça continue à fonctionner. Bon, est-ce que le but de transmettre un message à quelqu'un que tu connais en direct message, en DM, là, oui, c'est de dire tant que j'ai pas d'acknowledge, je lui envoie le message. Oui. Si c'est important. Oui, bien sûr, tu peux insister, exactement. Voilà. Ou alors tu l'envoies sur le long fast à tout le monde, et puis si quelqu'un l'a reçu, il faut espérer qu'il le mette plus loin et que ça passe à la personne que tu veux. Oui, mais si tu envoies en longue face, tout le monde peut recevoir. Et ah bah tout le monde. Ah oui, bah après ça dépend le contenu de ton message. Après, est-ce que c'est un message sensible pour une personne précise ou si ce message peut être diffusé au public? Ça dépendra du contexte. Oui, il faut faire gaffe. Ramène le pain, j'ai oublié de l'acheter à la boulangerie. Mais ça, c'est direct message. Mais c'est ça, c'est un réseau de substitution, c'est pas un réseau de oui, non mais j'aime bien plaisanter comme je le dis à chaque fois, donc ça pendant. Si demain on a le faut pas espérer. Mais bon, aux dernières réunions préfectorales, on a mis les pieds dans le plat. Il y a énormément d'antennes 4G et 5G. Les batteries n'ont jamais été changées. Donc demain, s'il y a une coupure de courant, 30 à 20 minutes, on va dire 30 minutes plus tard, pouf, l'antenne 4G, plus d'antenne 4G. Donc ça veut dire que si vous avez une coupure de courant, vos box ne marchent plus de téléphonie, plus de mobile. On fait comment pour appeler les urgences si demain on en a... Donc nous, on a de la chance, on est radioamateur. On prend ça. On appelle des urgences, on se met sur certains réseaux, on pourra avoir. Si demain, on n'a pas ça, exemple, et qu'on a un truc comme ça, et qu'on peut demander assistance, ou demander quel est l'hôpital qui n'est pas encombré, ça fera sauver peut-être une vie. Et j'exagère, j'espère qu'on n'y arrivera jamais. Vaut mieux, comme aux échecs, prévoir que guérir. Moi, c'est ce qu'on m'a appris à l'armée. Donc si on arrive à mettre en place des choses qui sont faciles, qui pourront un jour ou l'autre, j'espère, ne jamais être utilisés, mais qui sont là, qui sont en veille, comme notre réseau radioamateur Amnet, ou des choses comme ça, ou des réseaux de résilience. Dans certains pays d'Amérique du Sud, ça c'est une obligation. Moi qui suis allé en Amérique du Sud, d'avoir ça, ça sauve des vies. Je fais juste une petite parenthèse. Quand j'étais en Amérique du Sud, j'ai installé des réseaux de télécommunications. Et entre autres, je faisais d'autres choses pour le renseignement français, mais bon, ça n'a rien à voir dans mon explication. Mais pourquoi qu'on installait des réseaux de communication? Parce que les ambulanciers n'étaient pas équipés dans leur véhicule. Ils allaient au premier hôpital. On est complet. Ah ben on va au deuxième, on est complet. Et en attendant, derrière, l'autre, voilà, est-ce qu'il ne va pas mourir? En mettant des relais. Je vous parle de ça, c'était dans les années 2000, c'est pas l'année dernière, c'était pas en 1900. Donc, de mettre des réseaux de télécommunications et pouvoir savoir dans quel hôpital il y a une place, un lit, ce que je suis en train de dire, c'est bête, mais en ce moment, si on a des choses qui viennent de tomber de la vie de tous les jours qu'on dépend, on va se retrouver à poil. De toute façon, moi j'ai une partie de la famille qui est en Ukraine là encore, tu vois. Et ils ont fait ça en fait à un moment. Ils avaient plus de réseau et ils étaient tous en mèche. Et c'était la seule façon de communiquer facilement. Du moins facilement. C'était la seule manière aussi de prendre
des nouvelles les uns des autres. Ce qui est en train de se passer aux États-Unis, là, avec la tempête Helena, c'est en Caroline du Nord, c'est absolument, je ne sais pas si vous avez suivi, mais c'est absolument horrible. Hein. Il y a beaucoup de victimes, il y a beaucoup de dégâts, ce sont les radioamateurs qui font la liaison entre tout le monde, en fait, quoi. Alors que ce soit en utilisant des walkie-talkies, des radios portables comme celle-là, moi j'en ai une avec moi aussi, là j'en ai une dans ma voiture, enfin bon, je ne suis jamais sans radio. Pareil pour mèche plastique, c'est la même chose. J'ai toujours un nœud avec moi, j'ai toujours, bon j'ai un sac là, j'ai toujours ma trousse de secours avec moi, j'ai tout, quoi. J'ai le nœud sur la voiture qui est allumé 24 heures sur 24, j'ai celui-là que je traballe avec moi partout où je vais. J'ai toujours un moyen de communication. Donc en ce moment aux États-Unis, c'est extrêmement utile, quoi. Alors c'est toujours au moment où on en a le plus besoin que... Alors, il ne faut pas tomber non plus dans l'exagération, hein, mais comme je le dis avec les échecs, de prévoir des choses, de savoir qu'on en a un, on peut l'éteindre. Si demain il se passe un truc, ah ben je l'allume, j'ai au moins installé l'appli dans mon téléphone ou un téléphone de secours. Comme ça, si demain il y a vraiment un pépin, j'ai juste à les rallumer, vérifier que c'est chargé. Juste pour vous informer d'une chose qui est passée un peu sous silence, et ça c'est pas bien que les médias français n'en aient absolument pas parlé. L'ONU a demandé aux Français d'avoir un sac. S'il y a une coupure de courant, si le chauffage ne fonctionne plus, vous faites comment? D'avoir dans ce sac une bouteille d'eau, une couverture de survie, si vous avez un poste de radio, une lampe torche, des choses comme ça, de mettre ça. Que l'ONU demande ça pour la France et que ça n'a pas été relayé, ça m'a choqué. Alors c'est passé à la télé quand même. C'est passé l'année dernière. Tu confirmes? Et il y a eu une campagne aussi sur le site du gouvernement avec le sac d'évacuation et des recommandations. Ouais. Mais ça a été très court quand même. Hein. Ils n'ont pas trop insisté dessus. J'en ai entendu parler, mais c'était suite aux inondations qu'il y avait eu, les tempêtes. C'est pour prévoir plein de choses. Pourquoi? Parce que l'année dernière, il y a 2 ans, on a eu la tempête Alex. Les Météo France est en train d'émettre des bulletins de prévision sur fin octobre, début novembre, qui sont pas, du moins, qui vont être alarmistes, on va dire ça comme ça y est, encore un survivaliste, qui sont dans une tendance de projection où on est en train de prévoir des choses, parce que c'est pas sur le bord de mer, mais encore sur l'arrière-pays, qui vont encore prendre cher. Ils nous sont en train de nous parler de la El Niña qui serait possible d'avoir en France. On vient de voir une première, j'allais dire un ouragan sur la mer, encore une fois. Il y a eu des choses comme ça. Il y a des choses qui sont en train de se passer dans le 06, qui est en train de... quand il pleut, le sol est tellement sec que ça ravine. Vous avez bien vu les images à la télévision, à Cannes, à Biot et à Antibes, les voitures flottaient toutes seules. Voilà. Des choses comme ça. Donc il va falloir s'attendre que sur certaines périodes, nous allons avoir des moussons. Voilà. Donc si on n'est pas préparé à ça, si on n'a pas les choses qu'il nous font, à un moment donné, il y aura un clash, il y aura des choses comme ça. Donc si on peut avoir ça pour nous aider, si on peut avoir un sac, si on peut avoir de l'eau, si on peut avoir des choses comme ça, parce que voilà, on ne sait jamais ce qui pourra se passer. Alors un conseil, je ne sais pas si elle est là, j'ai ramené mes nœuds dans une boîte métallique. Elle est dans ton sac, le nœud. Voilà, donc moi je conseille, alors évidemment tu vas peut-être dire c'est un peu exagéré, mais je conseille d'avoir... ça dépend où on pousse le seuil. Hein. Au moins un nœud dans une boîte métallique, c'est-à-dire une cage de Faraday. En cas de... Alors je ne sais pas si vous savez, par exemple en 1800, je crois que c'était 1859, le Carrington Event, il y a eu une tempête solaire qui a été très 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 forte, qui a mis le feu à des stations de télégraphe. Alors vous voyez un peu l'importance de la chose. Si aujourd'hui ça arrivait, tous les semi-conducteurs fondent, grillent, on serait instantanément renvoyé en... Plus aucune voiture, en 1850, d'accord? Quoi, d'une AMP? Non, on parle d'éruption solaire, du plasma. Tempête solaire, CMI. Les satellites seraient tous down. Bon, on peut appeler ça comme une EMP, mais c'est les rayons gamma et alpha qui vont générer de l'EMP. Voilà, alors ça peut être... Alors une EMP, évidemment, ça peut être aussi une explosion nucléaire
en altitude, hein. Mais là je parle d'une tempête solaire. Ça peut très bien arriver qu'une tempête solaire pourrait, comme en 1859, détruire tous les semi-conducteurs que nous utilisons tous les jours. D'où le but des presseurs, en fait, c'est ça, c'est de se préparer à ce... Absolument. Donc, alors voilà, donc mon canal c'est Radio Prepper, d'accord. Alors pourquoi c'est en anglais? Parce que je l'ai commencé aux États-Unis. C'est là où j'ai commencé à faire ça aussi. Donc ça veut dire être prêt, simplement. C'est se préparer. Et à toutes les choses qui peuvent arriver. Alors ça dépend des régions, hein. Ça peut être des catastrophes naturelles, ça peut être ce que vous voulez. En Italie, par exemple, ça peut être les tremblements de terre, les volcans. En Floride, où j'habitais, c'était les hurricanes, d'accord. Tsunami. Les ouragans. Les tsunamis aussi, ici, on est en alerte. Donc voilà, c'est simplement prendre des précautions, alors que moi j'appelle de base. Et une des précautions de base, c'est de protéger vos appareils électroniques, de les mettre dans une boîte métallique fermée, où l'appareil lui-même ne touche pas le métal de la boîte. Donc mettez vos appareils dans un sac en plastique ou dans une boîte en carton, et mettez la boîte en carton dans une boîte métallique qui va faire office de cage de Faraday et qui peut empêcher la destruction de... Voilà. Et ça fera un condensateur. Oui, oui, mais bon, ça peut empêcher la destruction de vos appareils, quoi. Et juste une chose, j'ai une question toute simple depuis tout à l'heure. Oui. C'est que moi ça m'a intéressé dès que la vidéo est sortie en fin de compte. La seule chose c'est pour débuter quel produit acheter, le premier, qu'est-ce qu'il faut, avec ou sans GPS? Première question. Est-ce que ce sera pour faire du mobile, pédestre, ou le laisser en fixe? Non, c'est pour juste commencer à tisser la toile un petit peu plus sur le 06 et le VAR. Juste pour mettre le pied à l'étrier et mettre la pierre à l'édifice. Moi je dirais LTEC V3. LTEC V3 sans GPS, ouais. Pour commencer. Tu mettras une position fixe dedans pour commencer et ça te permettra de voir et de recevoir. Ou le téléphone. GPS coordonnées du téléphone. Oui, au pire des cas, oui. Et avec les immeubles et tout, juste pour savoir la performance, faire Cannes Antibes par exemple au hasard, ça le fait en direct. Ça passe. Dans une boîte, le roi Merlin. Ah oui, le roi Merlin. Alors on peut pas vraiment prévoir là où ça va passer et là où ça passera pas. C'est trop aléatoire. C'est ça, c'est du 800. Ça, non, celui-là c'est du 433. Ah, 433. Justement, dans le Var, on est plutôt 433. C'est ça. Et moi je vous reçois pas parce que j'ai l'Estérel qui me loque. Ça c'est une LTEC V3 par exemple, avec un boîtier imprimé en 3D. Il faudra qu'on fasse une passerelle 433 868. 868, oui. Là c'est plus facile. Je dirais moi que c'est mieux, et tout le monde est dessus, donc... C'est de 803 combien? 868 MHz. C'est ça qu'il faut prendre. Oui. Voilà, c'est ça qu'il faut prendre. Okay. Si tu prends du 433, il n'y aura personne. Et voilà, c'est pour ça. Et le 433 est plutôt réservé aux radioamateurs. Ouais, 433 pour pas plus loin, c'est 668. Parce qu'il y aura un peu plus de puissance, mais il y a moins de personnes. Alors là, voilà, c'est exactement le même, mais c'est pas la même puce LoRa qui est dedans. Là, c'est du 868, là, c'est du 433. Mais le programme qui est dedans n'a rien à voir avec le Meshtastic. Ça, c'est un programme maison. Pour vous montrer qu'on peut faire d'autres choses avec cet appareil. C'est pas du Meshcom. Non, non plus. Non, parce que c'est mon programme à moi qui est dedans. Parce que tu as récupéré le source et tu l'as customisé. Ah non, j'ai développé intégralement un truc. Moi, je suis un chasseur de radiosondes météo. Donc quand Météo France ou l'Italie envoie un ballon pour les prévisions météo, les choses comme ça... Du 406 mégas. 400 à 406, ouais. Et bien la puce LoRa en 433 permet de descendre la 12X76. T'arrives à le capter? Pardon? T'arrives à le capter? Ouais. Et ça marche. Et avec Vigor et moi, on a développé un programme qui permet de décoder pas loin de 7 protocoles propriétaires de radiosondes. Les sondes françaises de Météo Modem M10, M20, les allemandes, les DFM9, DFM6, les RS41 militaires ou privés qui sont envoyés depuis Cuneo par exemple. Donc le programme que j'ai développé, c'est pour les trouver. Parce que toutes ces radiosondes ont aussi un GPS. Alors pourquoi on chasse ces radiosondes? Pour les récupérer.
et les recycler également. Donc vous voyez que ces ESP32 peuvent être utilisés. Les ESP32, le même que j'ai dans la main, peut servir d'APRS. APRS, c'est un positionnement. Voilà, un positionnement sur une carte. Donc ça veut dire qu'on va envoyer sur un protocole qui s'appelle de l'AX25 des coordonnées avec des messages. Voilà. Donc c'est encore un autre système. Donc vous voyez que ces mêmes appareils peuvent servir à différents types de projets. Pas que Meshtastic. On peut mettre plein de choses. Donc après, si demain ce Meshtastic il vous plaît plus, ben, il faudra regarder quel autre projet pourrait vous intéresser à les remplacer. C'était juste voilà, une petite parenthèse. L'antenne qui est dessus, c'est une petite loupe en 400 mégas, ce qu'on appelle une loupe magnétique. Alors, il n'y a pas de passerelle entre le VAR et les 06. De toute façon, au milieu, il y a les SRL. Oui, et c'est pour ça que je ne vous reçois pas. Ouais. Bon. Il faudrait qu'on fasse. Tu disais, à un moment donné, le VAR aussi s'intéresse. Pour l'instant, il y a deux, hein, Yannick et moi, de Saint-Rac et Fréjus. D'accord. Voilà. Donc, parce que nous, on a de la PRS 433 classique. Oui, ça j'ai vu, vous êtes noyé que nous, on n'a pas. Donc, on apparaît sur aprs.fi. Oui. Nous, on commence le Meshcom, Yannick et moi, et le Meshcom, il y a un mode, alors, il utilise 433 175, ouais. Mais il a un mode track où il fonctionne aussi, il fait les deux fréquences. Donc dès qu'on envoie un message ou une position, il commence par le 775, donc le LoRa classique, APRS, et après il émet sa trame en Meshcom. Il fait les deux. Donc du coup, si on veut se voir apparaître sur aprs.fi, si on est chauffé par un IGET quelconque APRS, on peut le voir. Ouais. Voilà. Mais c'est du 433 parce qu'on peut mettre un ampli, on est radioamateur, donc on peut monter la puissance. On n'est pas limité à 10 mW. C'est ça. Et l'LTEC V3, là, elle fait, par défaut, elle peut aller jusqu'à 20 dBm, 100 mW. C'est ça. Le rack, il peut monter jusqu'à 22 dBm. C'est ça. C'est déjà pas mal. Ouais. Bon, voilà. Mais on est à 433. Du coup, on se pose la question, est-ce que c'est intéressant d'envisager de passer à la 868 Est-ce que tu veux que je t'en prête un? Est-ce que tu veux que je t'en prête un? Tu mettras une antenne dessus, puis la prochaine fois qu'on se voit, tu feras... Et pour voir déjà si vous recevez quelque chose. Alors, c'est juste une info sur ces antennes. Oui. J'ai mesuré ça au VM. Ah, mais ça c'est... le Ross, il fait 4. Ah non, on est d'accord. C'est une abomination, ce truc-là. En plus, dans ce genre de boîtier qui est alimenté en permanence, il faut faire gaffe. Il faut être sûr qu'il ne va pas émettre à un moment donné, donc il faut laisser l'antenne. Mais... Ah non, mais il est éteint, là. Le boîtier, il est éteint. C'est pour ça que... Non, je suis d'accord avec toi, je ne l'aurais pas enlevé s'il était allumé. Je rajoute un interrupteur sur la batterie, comme ça je suis sûr qu'il est vraiment éteint. Oui, non, mais j'ai l'interrupteur en dessous. J'ai détruit quelques lipos comme ça en oubliant d'éteindre un nœud. C'est vrai que... Ah mais de toute façon, je peux te rassurer que j'ai bousillé des 12 SX76. Juste pour info, sur l'LTEC, avec la mauvaise antenne, il y a un retour HF sur la gaine, sur la tresse, qui fait de temps en temps, quand elle envoie un message, hop, elle fait reset. Donc moi, à l'intérieur du petit boîtier gris là, qui circule, j'ai mis une choc à l'intérieur. J'ai mis une ferrite. J'ai mis 2 tours sur une petite ferrite. Parce que de temps en temps, ça resetait. Tu mets une 50 ohms, une vraie antenne, une ligne de ce nom, il n'y a pas de problème. Donc c'est intéressant à savoir ces petits antennes boudins là. Alors, un mot sur les antennes. Ouais. Vas-y. La plupart, et quand je dis la plupart, c'est pratiquement toutes les antennes du commerce qui sont vendues comme étant des antennes pour le 868 mégas sont en fait des antennes au format américain sur le 915. Oui. C'est pour ça qu'elles ne sont pas accordées, qu'elles fonctionnent vraiment pas bien. Alors la solution, il y en a deux. Alors moi j'ai trouvé une marque, c'est Gizont, G-I-Z-O-N-T, qui, n'accorde toujours pas ces antennes sur 868, il les accorde entre les deux. C'est le pire, voilà. C'est le pire. Oui, voilà. Alors pour nous c'est mieux. Pour nous c'est mieux. Pour nous c'est mieux. Et par exemple cette antenne là, c'est une Gizont flexible comme ça. Elle a un ROS de 1.2. Donc c'est pas mal du tout. Alors c'est 869,5 MHz, là, la fréquence. Celle-là a un ROS de 1.2. Bon, elle n'est pas accordée sur 868, elle est accordée plus haut. Elle est accordée sur environ 900. Mais on a quand même vu que bon, c'est quand même des fréquences très élevées, on a quand même une bande passante qui est énorme. Donc cette marque-là fonctionne relativement bien puisqu'ils font leur accord au milieu.
Je n'ai vu aucune antenne, j'en ai testé un paquet, hein, j'ai vu aucune antenne, c'est 0, accordée sur 868 MHz. À chaque fois, celle de Marco ou d'autres, hein, moi je les ai réalignés, donc j'ai dû les ouvrir, ces cierges, pour pouvoir les réaligner. Certaines on peut, mais certaines sont déjà complètement écrasées, elles sont encore trop haut en fréquence. Ouais. Il faudrait rajouter une capa, enfin bon, c'est ça. C'est compliqué. Ouais. Alors, fabriquer un quart d'onde, on avait une question. Avec un quart d'onde et 4 radians sur une prise soudée sur une prise SMA femelle. Mettez un petit bout, j'aurais dû ramener la mienne, j'ai oublié. Mettez un petit bout mâle qui est à peu près long comme ça, le câble rigide dessus, et vous avez une antenne qui est vraiment, en performance, c'est le top. Tu avais une question, Alexandre? Oui, vous avez dit que la fréquence était 869 quelque chose? 869,5. Et on n'est pas les seuls sur cette bande, parce que je dis ça parce que j'ai eu une réunion avec mes copains. Ah non, on n'est pas les seuls, non. Je pense pas. Voilà, qui se sont mis un petit peu à ça, certains, là, les plus jeunes. Et ils me disaient que sur Paris, notamment sur les grandes villes, il y a des échanges qui sont faits, et on rémunère les gens qui répètent les IoT sur ces bandes libres aussi, donc ils sont obligés de mettre des fils, de qualité, ça limite les modes de possibilité, longue face, etc. Ils sont obligés de choisir des modes qui sont compatibles avec la cohabitation. Ici, sur cette bande, vous avez scanné un petit peu, on a des voisins on est seul. on est tranquille. On est seul. Moi, avec mon waterfall, je regarde à chaque fois. Voilà. Les knowledge que j'ai n'est que du mesh tastic. Ouais. Il n'y a que du mesh tastic pour l'instant. Pour l'instant, on a vraiment la bande. Voilà. Du moins, elle n'est pas utile. Le commerce qui se fait justement sur cette bande, qui dans certaines villes pollue pas mal l'activité, sur du spectre un peu large. Par contre, en 433, l'ISM, elle commence à être saturée de choses. Les télémétries en ISM. Il y a toute la nuit, 868, c'est l'ISM aussi. Oui, mais pour l'instant, actuellement, il y a beaucoup moins de trafic, voire quasiment nul, par rapport au 433 où elle est surchargée. Le 433 c'est 10 milliwatts, donc c'est surchargé, mais on est quand même... Oui, mais ça dépend après, voilà, ce que on capte, c'est sur l'environnement, voilà. Et c'est surchargé. Le thermomètre, les clés de voiture, l'ouverture de garage... Le thermomètre de balcon, exactement. C'est du 168, ça. L'IoT de communication de l'ascenseur, il est sur 433. Quand je rentre avec mon Toki dans l'ascenseur, c'est du sans fil, 433. Xavier, imaginons, donc normalement si tu ne touches rien, chaque nœud, on voit quand même un beacon toutes les 15 minutes ou toutes les demi-heures. Ça dépend comment tu le configures, oui. Voilà. Imaginons qu'il y ait une dizaine de nœuds dans une région. Oui. Plus ou moins autour d'une ville, par exemple. Ou un rayon de 50 km. Une dizaine de nœuds, 10-15 nœuds. Imaginons qu'ils n'aient pas été mis en route au même moment. Chacun va commencer à émettre une beacon qui va être répétée par d'autres. Ça va tourner et ça ne va pas arrêter de tourner. Et ça va occuper l'espace, parce que j'ai vu les trams Meshcom, c'est du 250 kHz à chaque émission, ça dure un peu plus d'une seconde. Si tout le monde fait ça, je vais non, le beacon, il s'arrête quand il y a un message, le message est prioritaire sur le beacon. Oui, mais quand c'est que du beacon. Ça veut dire qu'il n'y a pas de message de transmis. Voilà, c'est que du beacon. Mais à un moment donné, tu as suffisamment de nœuds, il faut faire un calcul, tu as suffisamment de nœuds pour que tous les nœuds qui ont été mis en route à des moments différents ne vont pas arrêter de tourner. Parce qu'à chaque fois, tu as une beacon qui sort, qui est répétée. Le beacon ne va pas s'enclencher à heure régulière. Il s'enclenchera et après il va s'enclencher parce que quand on regarde sur nos traces de téléphone, moi j'ai eu des beacons qui datent de 29 jours et je ne l'ai pas réentendu depuis. Quelle occupation spectrale on a en longue face? Là, c'est pas la peine de prendre une photo. C'est du 250 kg, non? Tout à l'heure, je l'avais montré dans le SDR, c'est à peu près de 867 à 869, donc on n'est pas loin de 2 kg quand même. Hein. Vous n'avez pas vu la... 2 mégas. Oui, 2 mégas. Non, pas 2 mégas. 200 kg. Ou 200. Elle est quand même assez large, hein, la bande. Hein. Il y a des sous-bandes dans la 868. Oui. Mais là, en long fast. Le long fast, c'est celui qui porte le plus loin, on va dire. Voilà. Il y a plus loin, mais ça devient, ça commence à poser problème. Il y a long slow, par exemple. Mais il met un temps fou aussi après, à transmettre. Oui, ça commence à poser et sur le 868, ça pose un problème. Long fast, c'est le meilleur compromis. C'est celui qui est le plus utilisé. Distance dédiée. Oui.
Et de toute façon, tout le monde est sur Longfast, donc si vous voulez parler à, entre guillemets, tout le monde, c'est Longfast. Il n'y a pas le choix. Tout le monde est dessus par défaut. Vu que la config par défaut, c'est celle-ci, justement. Enfin, on peut la changer, donc il y en a 8 de type à peu près. C'est ça, il y a 8 canaux. Oui. À peu près. Mais vous ne trouverez personne sur les autres, il n'y a personne. Sauf si on décide. Sauf si c'est privé. Ouais. Si demain on se dit, allez, on passe sur le 2. C'est un peu comme le CTSS. C'est des tranches. Oui. Non, parce que c'est un paramètre LoRa différent, donc en fait ça te permet de long slow, te permet d'aller plus loin, quoi. Oui, mais avec un débit plus faible. Après ça dépend, si c'est pour transmettre un texte, on s'en fout, quoi. Oui. Ah bah de toute façon c'est du texte, donc c'est que du texte, donc. Non, mais là tu vas peut-être dépasser les 1% de temps, effectivement, très rapidement, quoi. Ouais. Sauf en 433 où on n'est pas là. Parce que, alors, je t'explique pourquoi, parce que sur Meshcom on a la possibilité de faire un IGET. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est pareil sur Meshtastic. Donc IGET va récupérer tous les messages, alors surtout des Autrichiens, des Allemands, des Luxembourgeois, ils sont tous là-dedans, ils sont tous là-bas, en France il n'y a personne, quasiment. Il récupère tous les messages qui passent par Internet et puis il les renvoie. Bah, c'est le MQTT qu'on a dans Meshtastic. Ça ressemble. Et là, ça n'arrête pas. C'est ça. Donc j'imagine, puis s'il y a une IGET équivalente d'une IGET Meshtastic qui renvoie. Mais ça sature la bande. Là, c'est infernal. C'est ça. Et à un moment donné, il s'éteint parce qu'il a dépassé le pourcentage. Voilà, c'est ça. Ah, au bout d'un moment, il s'éteint en fait. Ah bah si tu dépasses le pourcentage que tu as, les prochaines transmissions ne sont pas émises. Il faut attendre l'heure suivante. Mais du coup, en attendant l'heure suivante, est-ce qu'il garde le message et il le réémet l'heure suivante ou... Non, il continuera là où ça a arrêté. Il n'a pas assez de mémoire pour stocker les informations. D'accord. Dans le protocole Meshtastic, il n'y a aucun protocole qui dit par exemple de garder un message pour quelqu'un. Sauf si toi, et c'est ce qui est préconisé, d'avoir ton propre serveur pour empiler une pile. D'accord. Il devient un archi qui est inutile. Voilà. Mais c'est faisable. Bah non, quand tu rentres chez toi, tu vois les messages que tu as reçus pendant la journée, par exemple. Sur le serveur. Et après, question bête au niveau char7, c'est du UTF-8 et UTF-16 ou du UTF-8. Parce que tout est interfacé à partir d'une page web, si tu le désires. Donc ils ont utilisé l'UTF-8. Donc on peut utiliser les icônes de l'UTF-8 Oui. Pour les images. Oui. C'est pour ça qu'on a des icônes, des emojis en UTF-8. Exact. Est-ce qu'il existe des plugins pour mettre dans les applications SDR qui permettent de décoder le Meshtastic? Ah, bonne question. En plus, j'ai un WebSDR. La preuve, c'est que je l'ai montré. J'ai jamais regardé si je pouvais le décoder. C'est une bonne question. Alors, t'as cherché, t'as pas vu non plus? Non, il n'y a pas de mot. Mais Xavier, qu'est-ce que t'attends alors pour le faire? Pourquoi pas? Ou de demander, hein. Tu le mets pour SDR Angel ou pour... Ah bah je peux voir avec Edouard, hein. Je peux lui demander. Je peux lui demander si tu jamais. Je peux demander s'il existe du décollage du LoRa couche physique. Après, il suffit juste de... De toute façon, c'est du protocole LoRa. Donc, il y a du LoRa dans SDR Angel, donc je pense qu'effectivement, après tu peux interfacer. Faut voir, peut-être qu'il l'a déjà. Hein. C'est pour du LoRa One, je veux dire, c'est exactement... Bah, c'est le même protocole, non? Normalement. C'est pas du LoRa qui est utilisé? C'est la puce LoRa. Mais est-ce que c'est le même protocole qu'ils utilisent dans Meshtastic? Bonne question. Ça, c'est une bonne question. J'ai pas la réponse. Hein. Donc, est-ce que tu es d'accord sur le principe, si jamais nous, on décide de faire du Meshcom en 868, oui, on ne sera jamais vu par du... Meshtastic. Ouais, tout à fait. Donc, on n'a pas résolu... le souci. J'ai répondu à la question, comment on fait la passerelle entre le haut et le... Nous, dans le Var, on est deux. Il faudrait un relais sur un point haut. C'est pour ça que je t'ai dit, est-ce que tu veux que je t'en prête un déjà pour voir si vous nous recevez? Et tu mettras une antenne dessus. Ah mais moi je suis masqué par les stéréos. Bah alors... Pareil pour lui. Yannick, pareil? Dans les stéréos c'est terrible. Oui, bah je sais, parce que moi je sais. À moins d'avoir un peu de réfraction, il n'y a rien. Ah bah je sais, parce que moi je suis obligé d'attendre que les radiosondes n'aillent pas au-dessus de STRL pour les recevoir. Yagi, peut-être une petite Yagi à 800 mégas. Tout à fait. Ah oui, vous voulez quand même essayer? Je vous prête? Je vais prévoir du matériel, je vais en prendre. D'accord. C'est pas le prix. On sait jamais, hein, pourquoi pas. Vous montez à Cavaillon? Alors, utilisez les liens de ma vidéo si vous achetez des trucs, ça m'aide. Ah, bah on se verra là-haut. D'autres questions? À partir du moment où il y a le code source qui est dispo, puisque c'est open source, ouais, on peut après le récupérer, le customiser et voir comment... Il y a même les API
pour interfacer avec un PC, sous Windows, sous Linux, sous Mac. Il y a énormément de choses. La communauté a vraiment, on peut dire, pré-mâché plein de choses pour que ça soit... Par exemple, celui-ci, moi, sous un Linux, j'arrive à envoyer mes trames et mes messages sont reçus par les téléphones avec le petit Meshtastic avec celui-ci. Donc ça, c'est vraiment super. Ça, c'est vraiment un truc fabuleux. Ça vaut 5. Oui. J'ai aucune action. Hein, comme non, Gilles. Ça ne pas, ne t'en achètes un deuxième. Ouais, pour 5 euros, j'interface ça avec un Raspberry Pi ou j'interface ça avec mon PC sous Linux. On télécharge le projet, on le compile, et à partir de là, c'est qu'en ligne de commande, donc il suffit après de fabriquer une page en Python, un truc comme ça, mais si on envoie en ligne de commande, le texte s'y part et on le reçoit, c'est impressionnant, quoi, voilà. D'accord. Alors, je remets les pieds dans le plat, oui. Réunion Meshtatic. Imaginons qu'on parle de Meshcom. Meshcom, c'est l'équivalent pour les radioamateurs. Oui. Il n'y a pas de cryptage. Non. Bon, est-ce que c'est important? Parce que, je veux dire, le gars qui a inventé Meshcom, c'est en Autriche, je dis son indicatif, il est parti de Meshtatic pour dire Meshtatic c'est bien, tout le monde peut y aller, mais on ne peut pas utiliser les licences qu'on veut parce qu'on n'est pas radioamateur. Donc imaginons quelque chose vraiment fait pour les radioamateurs. Pourquoi ça prend beaucoup moins en France? Pourquoi, vous par exemple, dans tout le groupe Meshtatic du 06, il y a combien d'OM? 10%? Non, beaucoup plus. Non, on est beaucoup plus. Ah oui. Mais bah, justement, on veut pas fermer la porte aux gens qui n'ont pas de licence, quoi. Exactement. Et ça, c'est un argument. Et je peux dire qu'on a beaucoup plus de non indicativés sur 868 actuellement. La preuve, c'est que je disais, je suis équipé aussi en 433. Je reçois les Italiens. Oui. Ah oui, mais tu les reçois? Oui, et je discute de temps en temps avec eux. Oui, je suis à Antibes. Et tu reçois des Italiens? Je reçois des Italiens parce que j'ai vu dégager sur San Remo, donc j'ai la chance. On reçoit la FM des Italiens. Ouais, écoute, bah, je rentre dans le relais de San Remo. Xavier, t'es pas sur le Meshtastic alors, du coup, 433? Si. Du coup, ça veut dire qu'ils émettent à beaucoup plus que 10 milliwatts. Ah bah... Pas forcément. Ça dépend. J'aurais déjà demandé, ils n'ont pas voulu me répondre, donc je pense qu'ils ont beaucoup... Enfin, oui, les Italiens, on les connaît quand même. Hein. Donc, ils n'ont pas voulu me dire. Tu vois, donc ça explique, voilà. C'est à l'italienne. Voilà. Je pense qu'on pourrait développer un module pour un flipper 0 en 438 pour recevoir des trames Meshtastic. Ah, puis c'est faisable, oui. Bien sûr. Du coup, ça servait à quoi? Bah, de recevoir des messages Meshtastic sur le flipper 0. Il les décode, déjà, il est prévu pour ça. Ah oui, le flipper, il décode les clés de voiture en 433. Donc, ouais, mais il faut qu'il ait le LoRa aussi. Deux. Non, mais il suffit juste de mettre le module. Oui, il y a un module. Question bête, l'appli sur Android ou ce genre de choses? Je pense qu'une F-Droid, l'APK, parce que j'imagine que c'est des applis Android. Ouais. Donc c'est forcément sur les Google Play Store ou il y a moyen de l'avoir sur les libres? Alors je sais pas si elle est sur le... F-Droid par exemple. Je sais pas si elle est sur le... Je sais pas. Honnêtement, là, j'ai pas été voir, mais je sais qu'elle est sur le... Et comme c'est en open... Ah si, tu peux la voir et la télécharger, l'APK, sur leur site à eux de meshtastic.org. Il m'a mis dessus. Donc là aussi, on peut la télécharger. C'est dispo, ouais. Et ils la remettent à jour à chaque fois qu'ils incrémentent la version. Mais il n'y a pas de batterie. C'est ça. C'est ça. C'est comme un Raspberry Pi. C'est la base. Ça fait plus Xavier, tu vois. Xavier était là-dessus. Bah ouais. Ouais. Ah non, tu vas sur le Play Store par exemple, tu tapes Meshtastic et tu la télécharges. C'est le petit machin là. Ah, d'accord. Parce que le rack que j'ai acheté là, oui, qui marche bien, j'ai mis dans un boîtier, montre le boîtier que nous fait c'est directement bon, c'est du pro ça. Le rack, le seul problème c'est qu'il n'y a pas le wifi, la limite on s'en fout. Il faut racheter un petit module. Oui, je sais, ouais. Et le rack, au début, j'ai fait racheter Par contre, c'est nous qui devons faire le logiciel dans le rack. Pour le télécharger directement dans le virus. Quand il a obtenu, il s'en servir
Bah, tu déposes le firmware dedans pour qu'il le prenne. C'est ça. Est-ce qu'on peut le faire directement? Tu peux le compiler à partir des sources si tu le désires. Sinon, il est en libre téléchargement. Oui, tu peux. Ou il est déjà aussi tout pré-mâché. Tu as juste à le télécharger. Non mais moi je ne m'intéresse pas trop au firmware, je prends le code source. Oui. Je peux le compiler et créer un ELF, mais un UF2, je peux ensuite télécharger. Alors, ça dépendra de ton type de ton compilateur. Oui, en fait, d'habitude, avec ce qu'on Tu dois avoir des bien dans Mayo, et tu peux lui demander de télécharger pour faire de. Oui, a priori ça doit être oui. Je vais arrêter d'enregistrer ce qu'on commence. Ouais, mais non, c'est un peu pourri quand on dit. D'autres questions? Pas mal, hein. On a fini d'enregistrer, encore le son. J'ai encore le son qui est enregistré. Bah, merci à tous d'être venus.